Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la dernière vidéo consacrée sur les poissons cartilagineux. Aujourd'hui, ça va être la dernière parce qu'on va rentrer donc dans le Cénozoïque, la dernière période de la vie dans laquelle on est encore en fait, et donc on va voir maintenant les requins, les raies et les chimères que nous connaissons encore aujourd'hui, à l'heure actuelle. Alors derrière, j'ai choisi cette fois-ci de mettre une raie parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je mettais tout le temps les requins. Bon, ça va, on a compris. Nous entrons maintenant dans l'ère géologique qui est donc la nôtre encore aujourd'hui, qui va connaître une très grande diversification de nos amis les raies, avec aussi des duels entre super prédateurs, et on verra même d'ailleurs le plus grand requin qui jamais existé, Carcharoclès mégalodon. Alors déjà pour commencer, il faut savoir que la crise Crétacé-Tertiaire n'a que très peu touché les requins, en fait, même les poissons cartilagineux en général. Elle a surtout touché donc les animaux terrestres. Cependant, il va rester seulement sur la scène mondiale que les requins modernes, avec les chimères également, mais elles vont être trop peu présentes jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Mais en tout cas, on va écarter les hybodontes définitivement de la scène du vivant, laissant place seulement aux requins modernes et aux raies. Et on va directement commencer du côté des raies, moi j'adore ça, et du côté des bathomorphes. Effectivement, pour les bathomorphes, une famille donc de raies, on va y voir au début du Cénozoïque, donc au Paléozoïque, l'apparition des torpilles. Torpilles, ce sont donc ces raies électriques, dont les plus grosses peuvent envoyer des décharges de 220 volts, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est donc à cette période-là qu'elles vont commencer à se diversifier. Le premier spécimen est pour l'instant daté à 57 millions d'années, avec Eotorpedo, la torpille de l'aube, qui aujourd'hui disparu d'ailleurs. Alors on pense que c'est pas la plus vieille torpille parce qu'on sait que les torpilles par rapport à leur morphologie sont classées plus basalement chez les raies. Donc on pense que simplement il y avait des torpilles qui n'étaient pas électriques, qu'on n'a pas encore identifiées ou alors qu'on a mal classées. Affaire à suivre. En tout cas, on pense que du coup la famille des torpilles est arrivée bien plus tard. Maintenant on va voir la super famille des Myliobatoïdes, qui regroupe entre autres l'aigle des mers, etc. Et cette famille va donc arriver après la disparition de Psychodus, un requin notamment ancien qui a disparu pendant la crise, qui dominait les niches écologiques qui vont être celles des Myliobatoïdes au Cénozoïque. Alors cette famille sera cependant touchée par la crise quand même, mais ça va pas les empêcher de se diversifier tout le long du Cénozoïque et avoir maintenant leur place qu'elles ont aujourd'hui. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les Myliobatoïdes vont s'imposer en tant que plus gros poissons cartilagineux d'urophages, donc qui mangent des coquilles, etc. Cela va être grâce à 3 caractéristiques très novatrices à cette période. La première va être cet développement des dents avec une très grande surface de dents qui va permettre une meilleure surface de broyage, parfois avec une pression de 200 newtons, c'est plutôt solide. La seconde va être le vol subaquatique. Alors j'en ai déjà parlé, effectivement c'est déjà un peu arrivé, mais la plupart des raies en fait se déplaçaient avec un mouvement ondulatoire des nageoires pectorales. Là ça va être vraiment un vol subaquatique, comme on a pu le voir précédemment, mais c'est surtout cette famille qui va vraiment le développer. Et d'ailleurs dans cette famille on va avoir du coup un mouvement qui sera un peu diminué pour les organismes d'urophages qui seront près du sable, parce que forcément faut pas taper le sable, hein, faut longer quoi, et beaucoup plus accentué chez les familles planctonophages qui sont donc en pleine mer. Car il faut savoir que seuls les diables de mer et les raies manta, comme vous voyez derrière moi, qui sont donc devenus planctonophages et vivent en pleine mer. Encore une fois, une chose qu'on retrouve chez les raies manta et les diables de mer, et donc seulement chez les Myliobatoïdes, c'est l'endothermie en fait, la capacité donc de réguler la température de son corps, en tout cas de le réchauffer, on en a besoin quand on est en pleine mer. C'est grâce au rété mirabile, un organe qui va leur permettre donc de gérer leur température de leur corps. En fait, c'est un réseau de veines et d'artères qui va permettre donc de faire des échanges de chaleur très pratiques pour la haute mer. Alors bien sûr, on ne sait pas si les fossiles l'avaient déjà, mais comme on les a encore aujourd'hui, pour l'instant, c'est une supputation. Mais en tout cas, on pense que c'est le mode de vie pélagique qui a apporté cette innovation. En effet, parce qu'on le retrouve chez les requins, notamment chez les lamnidés, tous plutôt pélagiques. C'est aussi avec les raies qu'on va voir la reconquête des eaux douces. Effectivement, il n'y a pas que des raies donc dans l'eau salée marine, mais aussi dans l'eau douce. En effet, avec la disparition des hybodontes pendant la crise, les Myliobatoïdes vont arriver durant l'Éocène, non pas au Paléocène, pour reconquérir cette niche écologique en eau douce. Alors maintenant que ces raies sont bien diversifiées, qu'on les a montrées qu'elles sont allées un peu partout, on va finir avec elles pour l'instant et revenir sur nos amis les requins. Il faut savoir qu'au Crétacé, les lamniformes étaient donc les plus grands prédateurs, et ce ne va pas changer. Cependant, il va y avoir un développement d'un autre ordre de grands requins prédateurs qui sont les carchariniformes.
Ils sont également apparus au Crétacé, et leur développement va être sans égal durant tout le Cénozoïque, puisqu'on va voir l'apparition du requin-tigre il y a 55 millions d'années, à l'Éocène, et plein d'autres requins de récif. Ces trois groupes, donc requins-tigres, requins de récif et requins-marteaux, vont très vite se développer grâce à leurs dentures arracheuses, et vont de suite s'imposer avec des requins de grande taille assez rapidement, donc de prédateurs nés. Il en va de même avec le requin-marteau qui faisait déjà 1m50, aujourd'hui il atteint les 6 mètres. D'ailleurs, à cette époque, on ne savait pas encore s'ils avaient leur fameux truc en T, puisque on avait que des dents, en fait. D'ailleurs, ils vont devenir les requins, les prédateurs les plus abondants des écosystèmes, ce qui est encore vrai aujourd'hui, même si le plus connu reste un lamniforme, qui est le requin blanc. Au sein des carcariniformes, on va avoir un grand surprédateur qui va faire sa place, Hemipristis serra, qui atteignait jusqu'à 6 mètres de long. Et donc, cette compétition entre les lamniformes et les carcariniformes va être telle que, d'ailleurs, on a remarqué, on pense en tout cas que c'est ça, que certains requins qui vivaient donc près des côtes ou en tout cas pas très loin, se sont doucement renvoyés vers les fonds marins, comme par exemple les requins lutins qu'on a vu dans la vidéo précédente. On peut également parler des chimères. D'ailleurs, un phénomène qui leur a permis de survivre à la crise, hein. On va pas se le cacher. C'est maintenant qu'on va donc arriver au plus grand carnivore de tous les temps. Et oui, on y est, le plus terrifiant, le plus grand, le plus beau des requins, pour beaucoup, pas pour moi, mais en effet, on va observer de plus près les lamniformes de Paléocène et de l'Éocène, avec d'ailleurs un grand prédateur qui aurait survécu à la crise, le seul grand représentant, qui n'est autre que Crétalamna. Il atteignait 3 mètres de long avec des dents de 4 cm de haut. Impressionnant. Et avec son collègue, le Paléocarcharodon, ils vont dominer les écosystèmes, le second étant légèrement plus grand que le premier. Mais durant le Paléocène, on va voir quelques lamniformes qui vont devenir de plus en plus grands, comme Otodus par exemple. Mais celui-ci, bon, faisait 8 mètres. Notre requin blanc n'en fait que 7 aujourd'hui. Avec des dents de 9 cm de haut, hein, le Otodus. D'ailleurs, avec Otodus, c'est la première fois dans l'histoire que l'on voit un aussi grand prédateur chez les requins. À l'Éocène moyen, il y a 45 millions d'années, apparaît un autre de cette famille qui va s'appeler Carcharoclès. Alors ce Carcharoclès ressemble assez à Otodus, et il commence avec des tailles assez modestes, mais va rapidement grandir en taille. Donc chez ce genre, on va rapidement grandir en taille d'espèces de plus en plus grandes. En effet, donc la première espèce, Carcharoclès auriculatus, n'est pas plus grande que Otodus, donc de 8 mètres, mais va rapidement grandir en taille durant tout le long de l'Éocène, et ce jusqu'à l'apparition il y a 23 millions d'années de Carcharoclès mégalodon. Et c'est ici que rentre en scène le plus grand prédateur poisson cartilagineux qui a existé dans les mers. Effectivement, mégalodon, qui a fait rêver beaucoup de personnes, mais qu'on ne connaît que par des dents principalement, mais des dents de 17 cm de haut. Faut pas déconner. Et qui ressemble plus ou moins à celles des requins blancs actuels, donc des dents coupeuses. Moi j'ai pas envie d'être face à ça. Hein. Pour ce qui est de sa taille, beaucoup ont exagéré par rapport à la taille du mégalodon. Certains ont annoncé des tailles allant jusqu'à 36 mètres. Non, bien sûr que non. Parce que si on regarde les proportions du requin blanc, si on regarde ses dents, la dent du mégalodon, on fait un truc à peu près, bon, en vrai ça fait quand même à peu près 16 mètres de long, donc c'est beaucoup, hein. On peut s'arrêter là, on va pas arrêter, oh c'est un requin, il faut que ce soit stylé. Non, c'est bon, c'est déjà assez stylé, 16 mètres, il n'y a pas beaucoup plus gros. D'ailleurs, si on regarde un prédateur actuel, le plus gros des mers, c'est le cachalot, il chasse du calamar, mais c'est un prédateur, et lui peut atteindre les 20 mètres. Donc il y a plus gros prédateur. Mais chez les requins non. Mais ce Carcharoclès mégalodon va disparaître il y a 2 millions d'années. Alors pourquoi disparaît-il? La première hypothèse vient du refroidissement des océans. Déjà on sait qu'à cette époque il y a un refroidissement global des océans. Et d'ailleurs, on va voir avec une autre famille chez les baleines, on va avoir la même forme de disparition avec ce refroidissement. Donc comme on sait que mégalodon était très présent dans les eaux chaudes et que les courants marins à cette époque ont changé pour refroidir les eaux globalement, il y a peut-être un lien là-dessus. Les seules familles de baleines qui ont survécu, ce sont celles qui se sont adaptées acclimatées donc à ces eaux froides. D'ailleurs aujourd'hui, les baleines sont principalement en eau froide. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'apparaît un autre grand prédateur, Orcinus orca, l'orque, qui peut atteindre jusqu'à 10 mètres de long, qui mange pareil que le mégalodon. Bon, il est peut-être pas aussi gros, mais en bande, il peut être très problématique pour mégalodon, déjà en proie à un refroidissement global.
Donc on pense qu'il y a un peu un mélange de tout ça qui a fini par le faire disparaître définitivement. Paix à son âme, mégalodon. En tout cas, on aimerait retrouver beaucoup plus de toi. Plus tard, au Miocène inférieur, les dents de notre beau requin blanc vont être découvertes pour la première fois. Et c'était donc il y a 23 millions d'années. Ça commence à faire. Sa famille est apparue à l'Oligocène et ce n'est pas la même que le mégalodon. Donc non, il n'y a pas le requin blanc n'est pas un petit mégalodon. Donc Carcharodon carcharia n'est pas apparenté à Carcharoclès mégalodon. Faire gaffe. D'ailleurs, il y a des gens qui ont déjà appelé le mégalodon, donc Carcharodon mégalodon. Non, c'est pas parce qu'il y a ces mégalodons que c'est Carcharodon, comme le requin blanc. Maintenant, passons à l'origine de nos requins filtreurs. On sait que notre requin blanc est apparu il y a 25 millions d'années, à peu près. Nos requins filtreurs, que l'on a actuellement, ils sont très diversifiés. On va en parler rapidement. En effet, on a parlé tout à l'heure du mégalodon, mais en fait, il y a des requins qui peuvent être bien plus grands que le mégalodon. Ce ne sont juste pas des prédateurs. Rien que le requin baleine, aujourd'hui, est plus grand que le mégalodon. Chez ces requins filtreurs, on a donc trois principales familles aujourd'hui. On a deux lamniformes, donc le requin pèlerin et le requin grande gueule, et un orectoboliforme, moins connu, comme Rhincodon typus. Donc le requin grande gueule peut atteindre 5,20 m de long, pas très, ça va. Le requin pèlerin peut arriver jusqu'à 12 mètres, là on commence à faire mal. Et le requin baleine, lui, 18,50 m, enfin bref, sacré bestiau quoi. En tant que planctonophage, il ne faut pas oublier la Raimanta, qui peut faire jusqu'à 9 mètres d'envergure, ce qui est plutôt solide, et qui est une principale planctonophage aujourd'hui. Et qui est donc un poisson cartilagineux, faut pas l'oublier. Si l'on remonte dans le temps avec les requins filtreurs, ils semblent apparaître pour la majorité entre le Paléocène et l'Éocène. Si on oublie le genre de Megachasma qui était au Crétacé, que l'on ne connaît que par des dents et qu'on ne connaît que très peu. En tout cas, au Cénozoïque, c'est là qu'ils vont vraiment principalement arriver. Alors pourquoi ils ne sont pas arrivés plus tôt, surtout à la suite du Crétacé? Parce qu'en fait, cette niche écologique était prise par un poisson osseux qui se nomme Litzichthys problematicus. En fait, c'était un poisson qui a disparu pendant la crise Crétacée tertiaire, qui faisait 9 mètres de long et qui faisait très bien son job. Et donc ils ont mis du temps avant d'arriver après la crise Crétacée tertiaire. Car justement, cette crise a décimé les réserves de plancton. Et d'ailleurs, on ne sait pas comment Megachasma a également passé la crise. En tout cas, c'est au Paléocène, Éocène qui sont vraiment arrivés et on va en parler. Enfin, on arrive au dernier acte de la mise en place des faunes modernes, et c'est chez les requins squaliformes. Ils se sont d'ailleurs adaptés, par exemple, à de très grandes profondeurs, comme Centroschimus coelolepis, je crois que ça se dit comme ça, qui a atteint le record de profondeur, toute catégorie confondue. Enfin, il va quand même jusqu'à 3700 mètres de profondeur, c'est plutôt bien. C'est aussi eux qui ont les plus petits requins, qui rend leur étude particulièrement facile. Et ces requins donc semblent apparaître au Crétacé inférieur, mais pendant 40 millions d'années, on ne sait rien d'eux parce que on n'a quasiment rien en fait à leur sujet. C'est qu'après qu'on va avoir de nombreux registres fossiles. En effet, il y a 90 millions d'années, on a affaire à une nouvelle diversification après le Crétacé tertiaire, qui va cette fois-ci faire un éventail qui sera très propice à l'étude. C'est d'ailleurs cette diversification qui a permis à cette famille de requins d'être la seconde plus diversifiée à l'heure actuelle. Pour conclure ces 4 vidéos, et notamment le Cénozoïque, en fait, donc cette période est une mise en place des faunes modernes. On va avoir une très grande diversification des carchariniformes et des squaliformes, qui vont être donc les deux principales familles de requins encore aujourd'hui, plus grand ordre ou superfamille, je sais pas trop, et avec une diminution de la diversité chez les lamniformes malgré une tendance au gigantisme. On verra aussi une baisse de diversité chez les chimères, entre autres. Après toutes ces millions d'années d'évolution, on arrive maintenant à la faune qui est celle que l'on a autour de nous aujourd'hui, qui a évolué, qui s'est diversifiée, qui s'est éteinte, pour arriver aujourd'hui à une diversité plutôt bien, bon même si on enlève les 29 000 espèces de poissons osseux par exemple. Donc aujourd'hui on compte 29 000 espèces de poissons osseux pour 1100 espèces de poissons cartilagineux. Et tout ça est dû à une longue, mais très longue période d'évolution. Ils se sont très diversifiés morphologiquement, ils sont dans toutes les niches écologiques, on voit des tas de formes, autant en profondeur que à la surface, autant d'urophages que planctonophages, on voit de tout. Et ça ne peut être que à partir de millions et de millions et de millions et de centaines de millions d'années d'évolution. Les raies, grâce à leur diversification au début du Cénozoïque, restent le groupe de poissons cartilagineux le mieux représenté dans la faune actuelle, autant en eau salée qu'en eau douce. Et les requins, moins nombreux, sont pourtant phylogénétiquement plus diversifiés, et donc plus de familles, plus d'ordres. Et donc tous ne sont pas que de terribles prédateurs comme on le fait tant voir, mais ont vraiment conquis toutes les niches écologiques.
On pourrait résumer toutes ces vidéos avec un développement assez timide durant l'Ordovicien jusqu'au Dévonien, un âge d'or jusqu'au Permien, et puis tout le long, un développement tranquille jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, avec une baisse de diversité vers la fin, mais pourtant beaucoup d'ordre phylogénétique. Cela a été ponctué par des extinctions, des diversifications, des compétitions. Faudrait-il maintenant qu'ils relèvent le plus grand défi? Car maintenant, ils sont plus mal que jamais. Ils n'ont jamais été au plus bas. On espère maintenant qu'ils vont survivre à la surpêche d'Homo sapiens, car ils n'ont jamais été aussi proches de l'extinction. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et j'espère que cette série de 4 vidéos sur les requins vous a plu. Moi, c'est vrai que ça m'a permis de me plonger, c'était pas un truc dont je suis très forcément à l'aise. Et d'ailleurs, si vous voulez dans les commentaires mettre des idées de paléohistoire, moi ça me ferait un grand plaisir. En attendant, je vous retrouverai pour des prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.